Quand Julien arriva au petit domaine rural, il ne s'attendait pas à trouver Sophie de cette façon. La femme qu'il avait abandonnée des années plus tôt, à cause de son ambition démesurée, travaillait désormais la terre de ses propres mains, élevant seul son fils. Mais ce qu'il découvrirait dans les jours suivants sur la véritable raison de leur divorce le forcerait à remettre en question tout ce qu'il avait construit et le prix réel du succès qu'il avait tant convoité. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et participez à ce moment spécial. Le moteur de la voiture de luxe se tut enfin après des heures de voyage sur le chemin de terre. Julien resta immobile sur le siège du conducteur, les mains tremblantes sur le volant, observant à travers le pare-brise le petit domaine rural qui allait changer sa vie à jamais. L'appel qu'il avait reçu la veille au matin résonnait encore dans son esprit comme un cauchemar. Une voix inconnue, une infirmière de l'hôpital de la Miséricorde, l'informant d'un accident impliquant une femme nommée Sophie Martin et un enfant. Le nom avait frappé Julien comme un éclair. Sophie, son ex-femme, la femme qu'il avait tenté de contacter des dizaines de fois des années auparavant et que, aveuglé par l'ambition, il avait complètement ignorée. « Madame est dans un état stable, mais elle a spécifiquement demandé que nous appelions ce numéro. Elle a dit qu'il était urgent de parler à Julien Dubois au sujet de son fils. » Fils ? Le mot résonnait encore dans sa poitrine comme une bombe sur le point d'exploser. Pendant tout le trajet, jusqu'au petit village en Provence, Julien avait essayé de se préparer à tous les scénarios, mais rien n'aurait pu le préparer à la découverte qui l'attendait. Sophie avait donné l'adresse de ce domaine rural, disant que c'était là qu'il vivait, où il trouverait les réponses qu'il cherchait. Julien sortit du véhicule, les jambes flageolantes, et se dirigea vers le portail en bois rustique. Le domaine était simple mais bien entretenu, avec des arbres fruitiers organisés en rangées et un potager qui témoignait d'années de dévouement. Une maison modeste se dressait au centre du terrain, peinte dans des tons clairs qui reflétèrent le soleil de l'après-midi. Le son de voix d'enfant parvint à ses oreilles, venant de l'arrière de la maison. Julien suivit le bruit en contournant le bâtiment principal, et ce qu'il vit le figea sur place, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Un enfant jouait seul sur une pelouse, construisant quelque chose avec des blocs de bois. Même de loin, même sans l'avoir jamais vu auparavant, Julien sut instantanément qui il était. Les ressemblances étaient indiscutables. La forme du visage, la posture concentrée et même la façon dont il inclinait la tête en réfléchissant. « Mon Dieu !» murmura Julien sentant ses jambes faiblir. Le garçon remarqua sa présence et leva les yeux. Des yeux sombres, intelligents, curieux. Une version enfantine des propres yeux de Julien. « Bonjour !» dit l'enfant avec naturel. « Vous cherchez quelqu'un ?» Julien ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Il était face à son propre fils, un fils dont l'existence lui avait été cachée pendant des années. « Je cherche Sophie », réussit-il à articuler. « Enfin, c'est ma mère. Elle se repose parce qu'elle s'est blessée hier », expliqua le garçon avec une gravité précoce. « Vous êtes médecin ? Des médecins sont venus aujourd'hui. »« Non, je ne suis pas médecin. Je m'appelle Julien. C'est un joli nom. Moi, c'est Léo, Léo Martin. » Martin, le nom de jeune fille de Sophie. Un autre coup dévastateur pour Julien, qui réalisa que son propre fils ne portait même pas son nom de famille. « Léo est un très beau prénom, » dit Julien en s'approchant lentement. « Quel âge as-tu » ? « 8 ans. »« J'aurai 9 ans le mois prochain, » répondit fièrement Léo. « Maman va faire une petite fête juste pour nous deux, comme toujours. » 8 ans. Le calcul était clair et dévastateur. Sophie avait découvert sa grossesse juste après le divorce, et Julien avait manqué chaque moment important de la vie de son fils. La naissance, les premiers pas, les premiers mots, les premiers jours d'école. « Léo, je peux te demander quelque chose ? Tu sais quelque chose sur ton père ?» Le visage du garçon devint pensif. « Maman dit que c'est quelqu'un de très important qui a dû voyager loin pour son travail. Elle dit qu'il m'aimerait beaucoup s'il me connaissait. » Ces mots furent comme des coups de poignard dans le cœur de Julien. Sophie avait créé un récit qui le protégeait sans le diaboliser, maintenant vivante la possibilité d'un amour paternel, tout en expliquant son absence. « Et tu aimerais le connaître, ton père ?» demanda Julien, la voix presque inaudible. Léo considéra la question avec un sérieux surprenant pour un enfant. « Je crois que oui, mais j'ai peur aussi. Et s'il ne m'aimait pas ? Et si je n'étais pas le genre de fils qu'il voulait ?» Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. « Léo, n'importe quel père serait honoré d'avoir un fils comme toi. Comment vous le savez ? Parce que tu as l'air gentil, intelligent, et tu prends bien soin de ta mère. Ce sont les qualités les plus importantes qu'une personne puisse avoir. » À cet instant, une voix familière se fit entendre depuis la maison. « Léo, à qui parles-tu, mon chéri ?» Julien se retourna et vit Sophie s'approcher lentement, se remettant clairement de ses blessures. «
Elle portait un pansement au front et boitait légèrement. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, elle s'arrêta net. La reconnaissance fut instantanée et dévastatrice. Pendant de longues secondes, ils se contentèrent de s'observer, des années de ressentiment, de regrets et d'amour non résolus circulant entre eux comme un courant électrique. « Julien », murmura-t-elle, et même blessée, même clairement choquée, il y avait une dignité inébranlable dans sa posture. « Sophie ?» répondit-il, sa voix chargée d'émotions qu'il ne parvenait pas à identifier. Léo regarda les deux adultes, sentant la tension soudaine qui avait envahi l'atmosphère. « Vous vous connaissez ?»« Oui, mon amour, » dit doucement Sophie, sans jamais quitter Julien des yeux. « Julien et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. »« Ah, c'est chouette. Alors vous êtes amis ?» La question innocente résonna dans l'air comme une accusation. Julien regarda Sophie, lui demandant silencieusement la permission de répondre. Elle hésita visiblement avant d'acquiescer presque imperceptiblement. « Nous étions mariés, Léo, » dit gentiment Julien. « Ta mère et moi, nous étions mariés il y a de nombreuses années. » Le garçon écarquilla les yeux. « Mariés ? Comme maman et papa. »« Oui, comme maman et papa. » Léo digéra l'information un instant, puis demanda avec la logique implacable de l'enfance. « Alors, tu connais mon papa ?» Julien plongea son regard dans les yeux de son fils, ses propres yeux, et sentit comme si le monde s'effondrait et se reconstruisait en même temps. « Léo, dit-il, la voix tremblante, je suis ton père. » Le silence qui suivit fut absolu. Léo regarda Julien, puis Sophie, essayant de comprendre une information qui allait changer sa vie à jamais. « Mon vrai papa ?» demanda-t-il enfin, sa voix petite et confuse. « Mais pourquoi tu n'es jamais venu me voir avant ?» La simple question fut plus dévastatrice que n'importe quelle accusation complexe que Julien avait jamais affrontée dans sa carrière. « Parce que je ne savais pas que tu existais, » admit Julien, les larmes coulant maintenant librement. « C'est la plus grande tragédie de ma vie. » Léo se tourna vers Sophie, cherchant confirmation. « Maman, c'est vrai ?» Sophie s'approcha et s'agenouilla à côté de son fils, ignorant la douleur de ses blessures. « C'est vrai, mon amour. Julien est ton père. » Sophie ferma les yeux un instant, luttant clairement avec des émotions complexes. « Parce que quand tu grandissais dans le ventre de maman, ton père et moi avons eu de très gros problèmes et je n'ai pas pu lui parler de toi. Mais maintenant il sait. » dit Léo, avec la capacité enfantine de trouver la simplicité dans les situations complexes. « Maintenant il sait. »« Maintenant il sait » acquiesça Sophie. Julien s'approcha lentement et s'agenouilla également, se mettant à la hauteur de son fils. « Léo, je sais que c'est très déroutant et effrayant, je sais que je suis un étranger pour toi. Mais je veux que tu saches que depuis l'instant où j'ai appris ton existence, tu es devenu la chose la plus importante de ma vie. »« Plus important que ton travail ?» La question frappa Julien comme un coup de poignard. Beaucoup plus important. « Et maintenant, tu vas rester ?» Julien regarda Sophie, cherchant une direction. Elle pleurait en silence, clairement partagée entre la protection de son fils et la gestion de ses propres émotions dévastées. « Je veux rester, » dit honnêtement Julien. « Je veux te connaître, je veux apprendre à être ton père, mais c'est une décision que ta mère et toi devez prendre ensemble. » Léo regarda les deux adultes, puis dit avec la sagesse surprenante d'un enfant qui avait grandi en observant sa mère affronter seule les difficultés. « Je pense que les familles devraient essayer de rester ensemble quand elles le peuvent. »« Et toi, Sophie ?» demanda doucement Julien. « Qu'en penses-tu » Sophie se releva lentement, menant clairement une bataille intérieure. « Julien, tu dois comprendre, tu ne peux pas simplement entrer dans sa vie maintenant et disparaître quand tu en auras assez de jouer à la famille. Léo a déjà connu assez d'instabilité. Je ne disparaîtrai pas. Je te le promets. » Comment puis-je faire confiance à ta promesse ? Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui m'a complètement ignoré quand j'avais le plus besoin de lui ? L'accusation était chargée d'années de douleur et de ressentiment. Julien savait qu'il méritait chaque mot, mais il savait aussi qu'il devait se battre pour avoir la chance de connaître son fils. « Parce que cette fois, c'est différent, » dit-il simplement. « Cette fois, je sais ce qui compte vraiment. » Sophie l'étudia pendant de longs moments. « Julien, si tu restes, si je te permets de faire partie de sa vie, tu devras comprendre que Léo passe en premier, toujours, avant tes affaires, avant ta carrière, avant quoi que ce soit. Je comprends parfaitement. Si tu me déçois, si tu déçois mon fils, il n'y aura pas de seconde chance. Je ne vous décevrai pas, » dit Julien, et pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il faisait une promesse qu'il avait vraiment l'intention de tenir. Léo s'approcha de Julien, étudiant son visage avec une curiosité enfantine. « Tu me ressembles ?» observa-t-il. « Tu me ressembles aussi ?» sourit Julien à travers ses larmes. « Je peux t'appeler papa ?»
La question brisa complètement les défenses émotionnelles de Julien. Si tu veux, emmeras papa. Léo testa le mot, souriant timidement. C'est bizarre, mais c'est bien. Julien regarda Sophie, qui observait leur interaction avec un mélange d'espoir et de terreur dans les yeux. Sophie, dit-il doucement, je sais que j'ai beaucoup à prouver. Je sais que je ne mérite pas cette chance. Mais si tu me le permets, je veux consacrer le reste de ma vie à rattraper les 8 années que j'ai perdues. Il ne s'agit pas de rattraper le temps perdu, répondit-elle. Il s'agit d'être présent à partir de maintenant. Alors, je serai présent. Cet après-midi-là, Julien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans. Il appela son assistante et annula toutes ses réunions de la semaine. Pour la première fois de sa vie d'adulte, quelque chose était plus important que les affaires. « Léo, dit-il, et si tu me montrais ta collection de pierres que tu as mentionnées? J'ai beaucoup de temps pour apprendre tout ce que tu aimes. » Le visage du garçon s'illumina. « Vraiment ? J'ai 47 pierres différentes. Chacune a une histoire spéciale. » Tandis que Léo courait avec enthousiasme vers la maison, Julien et Sophie marchaient lentement derrière lui. « Julien, dit-elle à voix basse, j'ai besoin que tu comprennes. Notre vie ici est simple. Nous n'avons pas de luxe, pas de privilèges. Si tu comptes en faire partie, tu devras accepter notre réalité. »« Notre réalité ?» répéta Julien, savourant les mots. « J'aime la façon dont ça sonne. Ce ne sera pas facile. Léo a ses routines, ses besoins spécifiques. C'est un enfant brillant, mais aussi sensible. Il a beaucoup perdu en n'ayant pas de figure paternelle. Alors, il est temps qu'il en gagne une. » Sophie s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Julien, pourquoi es-tu vraiment ici ? » ?»« Pourquoi maintenant ? » ?»« Parce que j'ai reçu un appel de l'hôpital concernant ton accident. Et l'infirmière a mentionné que tu avais demandé qu'on m'appelle. Pour la première fois depuis des années. Quelqu'un m'a dit que c'était important, non pas pour conclure une affaire ou signer un contrat, mais parce qu'un enfant avait besoin de son père. Et ça a suffi pour que tu laisses tout tomber et que tu viennes ici ? C'était plus que suffisant. C'était une révélation. En entrant dans la maison, Julien fut frappé par la simplicité accueillante de l'endroit. Des meubles fonctionnels mais bien entretenus, des photos de Sophie et Léo disséminées sur les murs, des plantes dans tous les coins. C'était un vrai foyer, quelque chose que son appartement en attique n'avait jamais été. La chambre de Léo était une explosion de créativité enfantine. Des dessins collés au mur, des livres empilés sur des étagères improvisées et sur une petite table, la fameuse collection de pierres organisée avec une précision obsessionnelle. « C'est ma pierre préférée, » dit Léo en tenant soigneusement une petite roche avec des veines dorées. « Je l'ai trouvée dans le ruisseau derrière la maison. Maman a dit que c'était peut-être de la pyrite. »« Elle est magnifique, » dit Julien en prenant délicatement la pierre. « Je peux te demander comment tu as commencé cette collection ? C'est maman qui m'a appris. Elle a étudié les pierres à l'université avant ma naissance. » Julien regarda Sophie, surpris. « Tu as étudié la géologie ? » ?»« Pendant 2 ans, » répondit-elle en évitant son regard. « Avant que d'autres priorités n'apparaissent. » Julien comprit immédiatement. Sophie avait abandonné ses études pour élever son fils. Une autre couche de sacrifice dont il n'avait jamais eu connaissance. « Papa, » dit Léo, essayant à nouveau le mot. « Tu aimes aussi les pierres ? » ?»« J'apprends à les aimer, » sourit Julien. « Peux-tu m'apprendre tout sur chacune d'elles ?» Pendant l'heure qui suivit, Léo expliqua avec enthousiasme chaque pierre de sa collection. Julien observait, fasciné non seulement par les roches, mais par la passion authentique du garçon, sa capacité d'organisation, sa soif de connaissance. C'était comme voir une meilleure version de lui-même, toute l'intelligence et la détermination, mais tempérée par la gentillesse et une curiosité pure. Léo appela Sophie depuis la cuisine. « Et si on préparait un dîner spécial pour ton père ? » « Je peux aider à cuisiner aussi ?» demanda Julien, se surprenant lui-même. « Tu sais cuisiner ?» demanda Léo impressionné. « En fait, pas très bien, » admit Julien. « Mais j'aimerais apprendre. » Pendant le dîner simple, un repas fait maison préparé avec des ingrédients du potager, Julien observa la dynamique extraordinaire entre la mère et le fils. Sophie n'élevait pas seulement Léo. Elle l'éduquait avec une patience infinie. Elle répondait à chaque question avec sérieux, célébrait chaque petite réussite. « Papa, » dit soudain Léo, faisant sursauter Julien. « Tu vas dormir ici ce soir ?» Julien regarda Sophie, clairement en territoire inconnu. « Ça dépend de ta mère. Je pense qu'il serait préférable que tu séjournes à l'auberge du village, » dit diplomatiquement Sophie. « Mais tu peux revenir demain pour le petit déjeuner si tu veux. »« Je le veux, » répondit immédiatement Julien. « Et demain tu pourras me parler de ton travail ?» demanda Léo. « Maman a dit que tu avais une entreprise importante. » Julien hésita. Comment expliquer à un enfant de 8 ans
qu'il avait passé sa vie entière à construire un empire qui lui semblait maintenant complètement vide de sens. « J'ai une entreprise, oui, mais je crois que je préférerais d'abord en apprendre davantage sur ton travail, sur la façon de s'occuper du potager, de trouver des pierres spéciales, d'être une bonne personne. » Léo rit, ravi. « Je ne travaille pas, je suis un enfant. »« Ah, alors peut-être que tu pourras m'apprendre à redevenir un enfant ?» dit Julien, et il réalisa qu'il était complètement sincère. Plus tard, alors que Julien se préparait à partir pour l'auberge, Léo le serra spontanément dans ses bras. « Papa, murmura-t-il, je suis content que tu sois venu. »« Moi aussi, mon fils. »« Moi aussi. » Dehors, Sophie l'accompagna jusqu'à la voiture. « Julien, dit-elle, aujourd'hui a été un bon début, mais j'ai besoin de savoir ce que tu comptes faire de ta vie en ville, de ton entreprise. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais je sais que quelle que soit la décision que je prendrai, Léo sera la priorité. Et si ton entreprise ne peut pas fonctionner avec toi partageant ton temps ?» Julien se retourna vers la maison simple où vivait son fils, puis vers le ciel étoilé qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer dans sa vie urbaine. Alors, il sera peut-être temps de découvrir ce que signifie vraiment le succès. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'auberge simple, Julien appela son assistante. « Béatrice, j'ai besoin que vous réorganisiez mon emploi du temps pour les prochains mois. Je vais travailler à distance pour une durée indéterminée. » Monsieur Dubois, mais nous avons la réunion avec les investisseurs de la société de construction Horizon la semaine prochaine. Reportez-la d'1 mois. Et Béatrice, si une affaire est si urgente qu'elle ne peut pas attendre, ce n'est peut-être pas le genre d'affaire que nous devrions traiter. Julien raccrocha et s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Son esprit tournait avec l'ampleur du changement qui s'était produit en une seule journée. Il avait découvert qu'il était père, qu'il avait perdu 8 ans de la vie de son fils, que la femme qu'il avait aimée avait construit une vie entière sans lui. Mais quelque chose d'autre troublait sa paix. La façon dont Sophie avait réagi quand il avait mentionné ne pas être au courant pour Léo, il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que l'histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Et quand elle avait parlé d'autres priorités, qu'il avait forcé à abandonner la géologie, Julien avait décelé une amertume qui allait au-delà du simple fait d'élever un enfant. Quelque chose s'était passé pendant ces années perdues, quelque chose que Sophie ne lui avait pas encore dit. Et Julien soupçonnait que lorsqu'il découvrirait toute la vérité, il comprendrait que sa négligence lui avait coûté bien plus que du temps perdu avec son fils. Le lendemain matin, en revenant pour le petit déjeuner, Julien était déterminé à découvrir non seulement comment être un père, mais aussi comment réparer des dommages qui étaient peut-être bien plus grands qu'il ne l'imaginait. Julien retourna au domaine le lendemain matin, portant un mélange explosif d'espoir et de terreur. Il avait passé toute la nuit éveillé, alternant entre l'euphorie d'avoir découvert qu'il était père et la crainte de tout gâcher à nouveau. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Léo lui demandant pourquoi il n'était jamais venu avant. Lorsqu'il se gara devant le portail, il remarqua un autre véhicule, une berline sombre qui semblait déplacée dans cet environnement rural. Son estomac se noua d'un mauvais pressentiment. Léo courut à sa rencontre avant même qu'il ne sorte de la voiture, avec l'énergie irrépressible d'un enfant excité. « Papa, tu es vraiment revenu. Maman a dit que tu changerais peut-être d'avis pendant la nuit. » La remarque innocente blessa profondément Julien. Bien sûr que Sophie douterait de sa constance. Il l'avait déçue tant de fois. « J'ai promis que je reviendrai et je tiendrai toujours mes promesses envers toi, » dit Julien en s'agenouillant à la hauteur de son fils. « Toujours ?» demanda sérieusement Léo. « Toujours !» Ils marchèrent ensemble vers la maison. Léo parlant avec animation des plans qu'il avait faits pour montrer à son père tous ses endroits préférés du domaine. Mais en s'approchant de la cuisine, Julien entendit des voix fortes venant de l'intérieur. « Tu ne peux pas simplement débarquer dans notre vie après 8 ans et t'attendre à ce que tout soit comme tu le veux. » La voix de Sophie était chargée d'émotion. « Sophie, tu ne comprends pas toute la situation, » répondit une voix masculine. Une voix que Julien reconnut instantanément et qui lui glaça le sang. C'était son père. Julien s'arrêta brusquement, tenant Léo par la main. « Mon grand, et si tu allais jouer dans ta chambre quelques minutes? Les adultes ont besoin de parler. »« Mais je voulais te montrer, » commença Léo. « Juste après, promis. Maintenant, je dois régler quelque chose d'important. » Quelque chose dans le ton de Julien dut alerter le garçon, car il obéit sans plus de questions, courant à l'intérieur. Julien prit une profonde inspiration et entra dans la cuisine. La scène qu'il découvrit le laissa sans voix. Richard Dubois, son père, était assis à la table de la cuisine comme s'il était chez lui, un dossier ouvert devant lui. Sophie se tenait debout, clairement agitée, les bras croisés dans une posture défensive. « Julien, »
dit son père en se levant avec ce sourire contrôlé qu'il utilisait toujours dans les négociations difficiles. Heureux que tu sois arrivé. On peut régler ça en famille ? Régler quoi ? Demanda Julien. Mais une partie de lui savait déjà qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de dévastateur. Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Je protège les intérêts de la famille, répondit calmement Richard, comme je l'ai toujours fait. Sophie regarda Julien avec une expression qui mêlait colère et quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Tu étais au courant ? Tu savais qu'ils étaient derrière tout ça ? Derrière quoi ? De quoi parlez-vous ? Richard soupira et fit signe à Julien de s'asseoir. Mon fils, il y a des choses que tu dois savoir sur la façon dont nous en sommes arrivés là. Non, explosa Sophie. Il n'a pas le droit de raconter cette histoire. Il m'a menti pendant des années. Julien regarda de l'un à l'autre, se sentant au milieu d'une bombe sur le point d'exploser. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Assieds-toi, Julien, dit son père avec cette autorité qui l'avait toujours intimidé. C'est une longue conversation. Je préfère rester debout. Richard ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Très bien, Julien. Il y a 5 ans, nous avons engagé un détective privé pour savoir pourquoi tu étais si instable émotionnellement. Instable ? Tu avais perdu 15 kilos, tu travaillais 20 heures par jour, tu ne répondais pas aux appels de la famille. Ta mère craignait que tu ne te drogues ou que tu aies des problèmes psychiatriques. Julien sentit une pointe de culpabilité. Il était vraiment devenu obsédé par le travail après le divorce, utilisant l'entreprise pour éviter de faire face à ses émotions. Le détective a découvert que Sophie avait tenté de te contacter à plusieurs reprises après le divorce, continua Richard, ignorant le regard furieux qu'elle lui lançait. Nous avons découvert qu'elle était enceinte et que tu avais apparemment refusé d'écouter. Je n'ai pas refusé, explosa Julien. Je n'étais pas au courant ! Nous le savons maintenant, mais à l'époque, nous pensions que tu étais irresponsable. Julien se tourna vers Sophie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de ces tentatives ? Parce que ta famille m'a demandé de ne rien dire, cria-t-elle, des larmes de colère coulant sur ses joues. Ils sont venus me voir quand Léo avait 3 ans. Ils ont dit que tu traversais de graves problèmes personnels et que découvrir l'existence d'un fils ne ferait qu'empirer ta situation. La révélation frappa Julien comme un coup de massue. Ils ont fait quoi ? Ton père s'est présenté à mon appartement, continua Sophie, sa voix tremblante d'émotion, avec de faux documents médicaux disant que tu suivais un traitement psychiatrique pour une dépression sévère. Il a dit que découvrir Léo pourrait te pousser au suicide. Julien se tourna vers son père avec une fureur qu'il n'avait jamais ressentie. « Tu as fait ça ? Tu lui as menti sur ma santé mentale ? » « Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour tout le monde, » répondit Richard sans montrer de remords. « Tu étais vraiment dans un état déplorable, Julien, et elle élevait l'enfant dans des conditions précaires. Alors, vous avez décidé de manipuler nos vies. »« Nous avons décidé d'aider, » corrigea Richard. « Nous avons offert à Sophie une solution qui profiterait à tout le monde. »« Quelle solution ?» demanda Julien, bien qu'il soupçonnât qu'il ne voulait pas entendre la réponse. Sophie s'assit lourdement sur une chaise, semblant vaincue. Ils ont acheté ce domaine et ont créé un personnage fictif, monsieur Mathias, un acteur engagé qui prétendait être un vieil homme seul ayant besoin de cours particuliers de mathématiques. « Un acteur ?» répéta Julien, incrédule. « Un acteur très convaincant ?» dit Richard avec une fierté dérangeante. Alain Leclerc, comédien à la retraite du Théâtre National. Nous lui avons créé toute une biographie, de faux titres de propriété, même des voisins pour confirmer son histoire. Julien s'assit lentement, essayant de mesurer l'ampleur de la manipulation. Combien de temps ça a duré ? 5 ans, murmura Sophie. 5 ans pendant lesquels j'ai cru avoir conquis notre indépendance par mon propre travail et mon dévouement. Et M. Mathias est mort pour les besoins du rôle l'année dernière, expliqua Richard avec désinvolture. Nous avons dit à Sophie qu'il lui avait laissé le domaine en héritage. Elle n'a jamais rien soupçonné car Alain s'était vraiment attaché à elle et à Léo au fil des ans. Vous avez détruit 5 ans de sa vie avec un mensonge, cria Julien en se levant brusquement. Nous avons sauvé 5 ans de sa vie, rétorqua Richard. Elle vivait dans un appartement infesté de rats, cumulait 3 emplois, peinait à payer ses factures. Léo commençait à avoir des problèmes à l'école par manque de stabilité. Et ça vous donnait le droit de manipuler nos vies ? Ça nous donnait le droit de protéger notre petit-fils, explosa Richard, perdant enfin son sang-froid. Tu avais abandonné ta propre famille pour une entreprise. Tu te tuais au travail, ignorant tous ceux qui t'aimaient. Quelqu'un devait agir. Le silence qui suivit ne fut rompu que par les sanglots contenus de Sophie. Julien la regarda et vit une femme complètement brisée, non seulement par la révélation, mais par des années à vivre un mensonge qui s'effondrait maintenant. « Sophie, dit-il doucement, tu n'as jamais rien soupçonné ?» Certaines choses semblaient étranges.
admit-elle entre deux larmes. Monsieur Mathias connaissait toujours des informations sur Léo que je ne lui avais jamais racontées. Il avait des moyens financiers qui ne correspondaient pas à son histoire, et il avait des manies et des expressions qui me rappelaient en toi. Parce qu'Alain a étudié Julien pendant des mois, dit Richard avec une fierté malsaine. Il a regardé des vidéos d'interviews, étudié ses manières, incorporé certains de ses gestes inconsciemment. Vous êtes des monstres, dit Julien, sa voix chargée de dégoût. Vous avez manipulé une mère désespérée, privé un enfant de connaître son père. Vous m'avez volé 8 ans avec mon fils. Nous avons sauvé cet enfant d'avoir un père instable, cria Richard en retour. Papa ? La petite voix effrayée venait de l'entrée de la cuisine. Léo se tenait là, ayant clairement entendu une partie de la discussion animée. Ses yeux étaient écarquillés et des larmes commençaient à se former. Le silence qui suivit fut dévastateur. Tous les adultes réalisèrent simultanément qu'un enfant innocent venait d'entendre des choses qu'il n'aurait pas dû. « Léo, mon chéri, » dit Sophie en se levant rapidement pour aller vers lui. « Tu devrais être dans ta chambre ?»« Pourquoi tout le monde crie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi maman pleure ? Et qui est-ce monsieur ?» Julien regarda son père avec une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « Papa, je pense que tu ferais mieux de partir maintenant. Julien, nous n'avons pas fini de parler. »« Si, nous avons fini. Et si tu ne quittes pas ce domaine dans les 5 prochaines minutes, j'appelle la gendarmerie. » Richard rassembla ses documents d'un geste brusque. « Tu fais une erreur, Julien. Tu détruis la stabilité que nous avons construite pour cet enfant. La stabilité que vous avez construite était basée sur des mensonges. Et celle que tu vas offrir sera basée sur quoi ? Tu ne sais même pas comment être un père. » L'accusation frappa Julien comme une balle, car elle portait une douloureuse vérité. Mais il regarda Léo, qui observait la scène avec des yeux effrayés, et sentit une détermination qu'il n'avait jamais connue. « Je vais apprendre, » dit-il simplement. « Je vais apprendre à être le père qu'il mérite. » Richard sortit en claquant la porte, laissant un silence tendu dans la cuisine. Léo s'approcha de Julien, clairement confus et effrayé. « Papa, qui était cet homme ? Pourquoi il criait après toi ?» Julien s'agenouilla devant son fils, essayant de trouver les mots justes pour une situation impossible. « Cet homme, c'est mon père, Léo. C'est ton grand-père. »« Mon grand-père ?» Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « J'ai un grand-père. »« Oui, tu en as un. Et une grand-mère aussi. »« Pourquoi ils ne sont jamais venus me voir ?» La question innocente fut comme un coup de poignard dans le cœur de Julien. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que ses propres grands-parents avaient manipulé sa vie pendant des années ? C'est compliqué, mon grand. Parfois, les adultes prennent des décisions qu'ils pensent être bonnes, mais qui finissent par blesser les gens. Ah non, comme quand tu n'es pas venu me voir parce que tu ne savais pas que j'existais. Exactement comme ça. Léo digéra l'information avec cette gravité précoce que Julien apprenait à reconnaître. Et maintenant, ils vont vouloir me connaître ? Julien regarda Sophie, cherchant conseil. Elle s'était rassise et semblait en état de choc. Je ne sais pas, Léo, mais je sais que toute décision à ce sujet, nous la prendrons ensemble. Toi, moi et ta mère ? Ensemble ? Demanda Léo. Et il y avait de l'espoir dans sa voix. Ensemble, confirma Julien. Sophie prit enfin la parole, sa voix rauque d'avoir tant pleuré. Julien, j'ai besoin de digérer tout ça. J'ai besoin de comprendre ce qui est réel dans ma vie et ce qui était une manipulation. Bien sûr, de combien de temps as-tu besoin ? Je ne sais pas. Peut-être que tu devrais retourner en ville pour quelques jours. Me laisser, Léo et moi, parler de tout ça. Non, protesta immédiatement Léo. Il vient d'arriver. Il vient juste de devenir mon papa. Il ne peut pas déjà partir. Julien sentit son cœur se briser. Léo, ta mère a vécu quelque chose de très difficile aujourd'hui. Elle a besoin de temps pour réfléchir. Mais si tu ne reviens pas, si tu pars pour toujours comme tu l'as fait avant ? Je ne partirai pas pour toujours, je te le promets. Comment je peux en être sûr ? Julien réfléchit un instant, puis retira la montre de luxe qu'il portait au poignet, un cadeau de fin d'études qu'il n'avait jamais enlevé. Tu vois cette montre ? Léo hocha la tête. Elle appartenait à mon grand-père, puis elle est passée à mon père, puis à moi. Un jour, elle aurait été à toi. Je veux que tu la gardes maintenant, comme une garantie que je reviendrai toujours. Mais elle est très chère, protesta Léo. Elle n'est pas chère, elle a de la valeur. Et tu as plus de valeur pour moi que n'importe quelle montre. Julien mit la montre au petit poignet de Léo, où elle était complètement disproportionnée, mais le garçon la regarda comme si c'était le plus précieux des trésors. Quand tu reviendras, je te la rendrai. Quand je reviendrai, nous en reparlerons. Julien se leva et regarda Sophie. Combien de jours te faut-il ? 1 semaine, dit-elle après avoir hésité. 1 semaine pour décider comment nous allons avancer. 1 semaine, acquiesça Julien.
bien que chaque fibre de son être protestât contre l'idée de s'éloigner à nouveau de son fils. Il se dirigea vers la sortie, mais Léo courut derrière lui. « Papa, attends !» Julien se retourna et fut enveloppé par l'étreinte la plus intense de sa vie. Une étreinte désespérée d'un enfant qui venait de trouver son père et craignait déjà de le perdre à nouveau. « Ne m'oublie pas, » murmura Léo. « Impossible, » murmura Julien en retour. « Tu fais partie de moi maintenant. » Pendant le trajet de retour vers la ville, Julien appela son assistante et fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il lui demanda d'annuler tous ses engagements pour le mois suivant. « 1 mois entier, monsieur Dubois. Mais qu'en est-il de l'expansion de l'entreprise? Et des investisseurs internationaux? Béatrice, je viens de découvrir que j'ai un fils de 8 ans. Je viens de découvrir que ma famille a manipulé nos vies pendant 5 ans. Tout ce qui concerne les affaires devra attendre. » Un fils? La surprise dans sa voix était palpable. Un fils. Et si l'entreprise ne peut pas survivre 1 mois sans ma présence constante, alors ce n'est peut-être pas le genre d'entreprise qui vaut la peine d'être possédée. Cette nuit-là, Julien s'assit dans le bureau de son appartement en attique, un lieu qui représentait autrefois sa plus grande fierté et qui lui semblait maintenant froid et sans vie. Et il fit une liste de tout ce qu'il devait apprendre pour être un vrai père, une liste de toutes les façons dont il comptait réparer les dommages causés par sa famille, et une liste de tous les changements qu'il ferait dans sa vie pour s'assurer de ne plus jamais manquer de moments précieux avec son fils. Mais ce que Julien ne savait pas, c'est que pendant cette semaine de séparation, Sophie découvrirait quelque chose d'encore plus dévastateur sur la manipulation de sa famille. Quelque chose qui changerait complètement le cours de leur vie et forcerait Julien à prendre la décision la plus difficile de son existence. La vérité sur ce qui avait réellement motivé ses parents à cacher Léo était bien plus sombre qu'il ne l'imaginait. Et lorsque Sophie découvrirait cette vérité, Julien comprendrait que regagner sa confiance ne serait que le début d'une bataille qui mettrait à l'épreuve chacun de ses principes moraux. Pendant les 3 premiers jours loin du domaine, Julien se comporta comme un animal en cage dans son appartement. Il arpentait son bureau, incapable de se concentrer, vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle dans l'espoir d'un appel de Sophie. L'entreprise qui consommait autrefois 20 heures de sa journée semblait désormais insignifiante face à l'anxiété dévastatrice d'être séparé du fils qu'il venait de retrouver. « Monsieur Dubois », tenta Béatrice, son assistante, pour la 10e fois ce matin-là. « Les documents de la fusion avec la société Horizon ont besoin de votre signature urgente. »« Laissez-les sur le bureau », répondit distraitement Julien. « Je verrai plus tard. »« Monsieur, ce sont des contrats d'une valeur de 50 millions. Les investisseurs attendent depuis des semaines. » Julien se tourna enfin vers elle, et Béatrice fut effrayée par son apparence. Il avait visiblement maigri en seulement 3 jours. Il avait des cernes profonds et une agitation nerveuse qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Béatrice, vous avez des enfants ?» La question inattendue la déconcerta. « Oui, monsieur, 2. »« Avez-vous déjà passé une journée entière sans les voir ?»« Bien sûr, quand je voyage pour le travail. »« Mais comment vous sentez-vous ?» Béatrice hésita, réalisant qu'elle marchait sur un terrain délicat. « Il me manque, mais je sais que je rentrerai à la maison à la fin de la journée. » Alors imaginez passer 8 ans sans savoir qu'ils existent, puis les rencontrer pendant une journée et devoir vous en éloigner à nouveau. Julien s'assit lourdement dans son fauteuil de direction. Imaginez vivre avec la peur que, lorsque vous reviendrez, ils aient peut-être décidé qu'ils ne veulent plus de vous dans leur vie. Béatrice resta silencieuse, comprenant enfin l'agonie que son patron traversait. « Les contrats peuvent attendre quelques jours de plus, » dit simplement Julien. « En ce moment, rien n'est plus important que ma famille. » C'est cet après-midi-là que tout bascula à nouveau. Julien essayait de se forcer à examiner des rapports financiers lorsque son téléphone sonna. Ce n'était pas Sophie, c'était un numéro inconnu. « Allô, Julien Dubois ?» Une voix masculine âgée demanda. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Alain Leclerc. Vous me connaissez sous le nom de Monsieur Mathias. J'ai besoin de vous parler de toute urgence. » Le nom frappa Julien comme un éclair. « Vous avez le culot de m'appeler après ce que vous avez fait ?»« Monsieur Dubois, pendant 5 ans, j'ai vécu quotidiennement avec Sophie et Léo. Au début, ce n'était qu'un travail, mais ils sont devenus ma famille. Quand j'ai découvert à quoi je servais réellement, j'ai commencé à tout documenter secrètement. »« Documenter comment ?»« Monsieur Dubois, je suis comédien depuis 40 ans. J'ai appris à observer les gens, à noter des détails que les autres ignorent. Au cours des 2 dernières années, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de bien plus sinistre que ce qu'on m'avait dit au départ. »« Quel genre de chose ?» ?»« Je ne peux pas en parler par téléphone. J'ai besoin de vous montrer personnellement ce que j'ai découvert.
C'est à propos de la véritable raison pour laquelle vos parents m'ont engagé. » Julien n'hésita. Chaque fibre de son être voulait rejeter tout ce qui était lié à cette farce malsaine. Mais l'urgence dans la voix d'Alain éveilla une curiosité troublante. « Où ?»« Au restaurant L'Auberge du Vieux-Pont, à 20h. Table réservée au nom de Mathias. Et monsieur Dubois, amenez quelqu'un de confiance. Ce que je vais vous montrer est trop dangereux pour être gardé secret. » À 20h précises, Julien arriva au restaurant, accompagné de Daniel, un journaliste qu'il connaissait. Ils trouvèrent un homme aux cheveux grisonnants attendant à une table discrète au fond de l'établissement, visiblement nerveux et regardant constamment autour de lui. « Merci d'être venu, » dit Alain quand ils s'assirent. « Je sais que je ne mérite aucune confiance après ce à quoi j'ai participé, mais ce que j'ai découvert dépasse mes erreurs. »« Alors parlez, » dit froidement Julien. Alain sortit un petit dossier de sous sa table. « Pendant les 5 ans où j'ai joué Monsieur Mathias, vos parents me donnaient des instructions spécifiques sur les conversations que je devais avoir avec Léo. Je pensais que c'était des orientations éducatives normales. Et ce n'était pas le cas. J'ai réalisé que chaque conversation était soigneusement planifiée pour façonner sa personnalité. Quand j'ai commencé à poser des questions, on m'a dit que c'était pour le bien de l'enfant. Mais il y a 2 ans, j'ai trouvé ça. » Alain montra des photographies de documents. « J'ai réussi à accéder au bureau de votre père lors d'une réunion. Ce sont des copies de rapports psychologiques détaillés sur Léo, rédigés par des professionnels qu'il n'a jamais rencontrés. » Julien examina les images et sentit son sang se glacer. Comment ont-ils fait des évaluations psychologiques sans que Sophie le sache? Grâce à des caméras cachées et des microphones directionnels installés à des points stratégiques de la maison. Pas à l'intérieur, ce serait trop facile à détecter, mais à des endroits qui captaient les conversations et les comportements. Daniel se pencha en avant, professionnellement intéressé. Quel genre d'endroit? Des dispositifs sur le toit qui captaient les sons à travers les tuiles, des micro-caméras sur les poteaux électriques qui filmèrent les fenêtres, même du matériel dans des voitures qui se garaient périodiquement près du domaine. « C'est pour ça que Sophie n'a jamais rien soupçonné, » murmura Julien. « La surveillance était externe. » Exactement. Et j'étais l'instrument pour confirmer les observations. Chaque rapport que je fournissais sur le comportement de Léo était corrélé avec les enregistrements pour créer un profil psychologique complet. Daniel prenait des notes rapidement. Quel était le but de ces analyses? Alain hésita avant de répondre. Au début, je pensais que c'était l'inquiétude de grands-parents pour le développement de leur petit-fils. Mais quand j'ai vu les rapports complets, j'ai compris que c'était beaucoup plus calculé. C'est-à-dire? Ils évaluaient si Léo serait un héritier approprié pour l'entreprise. Assez intelligent pour être utile, mais avec une personnalité assez malléable pour accepter le contrôle. Julien se leva brusquement. Mes parents traitaient mon fils comme un projet d'entreprise. Et pire que ça, continua Alain. J'ai découvert que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Daniel arrêta d'écrire. Expliquez. Il y a des archives de cas similaires ces dernières années, impliquant toujours des enfants de famille à potentiel qui, pour une raison ou une autre, ont perdu la garde à la suite de procédures judiciaires douteuses. Combien de cas? D'après les documents que j'ai pu voir, au moins 12 situations où des enfants ont été séparés de leur famille et placés sous la tutelle de personnes liées à la fondation Bienfaisance du Bois. Julien se rassit complètement abasourdi. Quelle fondation? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une organisation que vos parents ont créée il y a 10 ans, soi-disant pour aider les enfants défavorisés. En réalité, c'est une façade pour une opération bien plus sombre. Daniel se pencha en avant. Alain, avez-vous des preuves concrètes de ce que vous dites? J'ai des photographies de documents, mais pas les originaux. Pendant 2 ans, chaque fois que j'allais au bureau pour des réunions, je profitais de moments de solitude pour photographier des papiers pertinents. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que j'ai commencé à remarquer des incohérences dans les histoires qu'on me racontait, et surtout parce que je me suis sincèrement attaché à Sophie et Léo. Quand j'ai vu qu'ils n'étaient que des pions dans un jeu beaucoup plus vaste, j'ai décidé de les protéger de la seule façon que je pouvais. Julien regarda à nouveau les photographies. Alain, où sont les originaux de ces documents? Dans le coffre-fort du bureau privé de votre père, un coffre auquel lui seul a accès. Donc, nous n'avons pas assez de preuves pour porter plainte légalement. Nous avons quelque chose de mieux, dit Alain en sortant un petit appareil du dossier. Nous avons ça. Daniel examina l'objet. Qu'est-ce que c'est? Un enregistreur numérique que j'ai utilisé ces 6 derniers mois. Il contient des conversations téléphoniques de Richard discutant des détails de l'opération avec d'autres personnes impliquées. Julien sentit une lueur d'espoir. Des conversations sur quoi, spécifiquement?
sur la façon de manipuler le processus judiciaire pour obtenir la garde de Léo, sur les paiements aux juges et aux assistants sociaux, et surtout sur ce qu'il prévoit de faire avec d'autres enfants qui sont déjà sous la garde de la Fondation. D'autres enfants? Alain prit une profonde inspiration. Monsieur Dubois, la Fondation Un Avenir Nouveau n'est pas juste un foyer ordinaire. C'est un endroit où des enfants séparés de leur famille sont préparés à servir les intérêts de personnes puissantes une fois adultes. De combien d'enfants parle-t-on? D'après les registres que j'ai vus, au moins 20 enfants sont actuellement à la Fondation, tous retirés de leur famille par des processus légaux frauduleux. Daniel arrêta complètement d'écrire. C'est du trafic d'enfants déguisé en œuvre de charité. Exactement. Et Léo n'aurait été que la dernière victime. Julien eut la nausée. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que hier j'ai découvert que mon contrat était résilié de manière permanente. Votre père m'a fait comprendre que j'en savais trop pour rester en vie. Il vous a menacé directement? Il a dit que les vieux comédiens avaient souvent des problèmes cardiaques fatals, surtout ceux qui ne savent pas garder un secret. Daniel regarda Julien. Nous devons aller à la police immédiatement. Quelle police? Rit amèrement Alain. La moitié des commissaires de la région reçoit des financements de la Fondation. Le système est complètement compromis. Julien se releva, commençant à faire les 100 pas. Donc, nous sommes face à un réseau de corruption qui va bien au-delà de ma famille. Bien au-delà, confirma Alain. Mais il y a un espoir. Lequel? Les enregistrements que j'ai faits incluent les noms de toutes les personnes impliquées, les montants des paiements, les dates spécifiques. C'est une preuve suffisante pour une enquête fédérale. Daniel s'anima. Nous pouvons porter ça à des journalistes d'investigation de niveau national, des gens qui ont les ressources pour affronter la corruption systémique. Mais d'abord, dit Julien, je dois protéger Sophie et Léo. Si mes parents découvrent que nous avons ces preuves. À ce moment, le téléphone de Julien sonna. C'était Sophie, et sa voix était tremblante de panique. « Julien, j'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Il s'est passé quelque chose de terrible. » Qu'est-ce qui s'est passé? Léo va bien? Léo va bien, mais Julien, j'ai trouvé des appareils étranges autour de la maison et des papiers officiels sont arrivés aujourd'hui. Tes parents intentent une action en justice pour obtenir sa garde provisoire. Julien regarda Alain, qui hocha la tête gravement. « Sophie, où es-tu en ce moment? » « Je suis avec Léo chez ma voisine, Madame Laura. Je ne me sens pas en sécurité chez nous, sachant que nous avons été surveillés. »« N'y retourne pas. Reste où tu es jusqu'à ce que j'arrive. Je pars maintenant. » « Julien, l'audience préliminaire est fixée à la semaine prochaine. Comment allons-nous faire face à ça? Nous allons y faire face ensemble. Et cette fois, nous avons les armes nécessaires pour nous battre. » Après avoir raccroché, Julien regarda Alain et Daniel. « Vous venez avec moi tous les deux. Il est temps de transformer ces preuves en action. »« Julien, dit Daniel, tu comprends que nous déclarons la guerre à une organisation qui contrôle apparemment tout le système judiciaire? » « Je comprends. Mais je comprends aussi que des dizaines d'enfants innocents dépendent de quelqu'un ayant assez de courage pour affronter ces monstres. » Alain rangea soigneusement tous les documents. « Monsieur Dubois, il y a une chose que je n'ai pas encore dite. »« Quoi? » ?»« Votre mère. Hélène n'est pas aussi ignorante de l'opération qu'elle le prétend. » Julien s'arrêta brusquement. « Comment ça ?» Dans les enregistrements que j'ai faits, il y a des conversations où elle participe activement aux discussions sur les stratégies pour séparer les enfants de leur famille. La révélation frappa Julien comme un coup physique. « Ma mère est une complice active. » « Ah, d'après les preuves que j'ai, oui. Elle n'est pas seulement une épouse qui feint de ne rien voir, elle est une participante consciente. » Pendant le trajet vers le domaine, Julien absorba l'information avec une horreur croissante. Non seulement ses parents avaient manipulé sa vie et celle de son fils, mais il faisait partie d'une opération systématique qui détruisait des familles entières. « Daniel, dit-il, je veux que tu commences à enquêter sur la Fondation Un Avenir Nouveau immédiatement. Utilise toutes les ressources nécessaires, et s'ils essaient de nous intimider, nous documenterons aussi les intimidations. Il est temps de tout exposer publiquement. » Mais ce que Julien ne savait pas, c'est que ses soupçons sur sa mère n'étaient que partiellement corrects. La vérité sur Hélène était bien plus complexe et douloureuse, et lorsqu'il la découvrirait, il comprendrait que la manipulation de sa famille avait commencé bien avant la naissance de Léo. La bataille ne faisait que commencer, et le prix de la vérité serait de découvrir que certaines personnes que nous aimons sont capables d'une méchanceté que nous n'aurions jamais pu imaginer. La maison de Madame Laura était devenue un refuge improvisé où Julien, Sophie et Léo tentaient de digérer l'ampleur des révélations.
Toute la nuit, ils examinèrent les photos des documents fournis par Alain, mais Sophie était toujours en état de choc, incapable d'accepter pleinement la réalité. 5 ans, répétait-elle obsessionnellement en regardant les images des rapports psychologiques. 5 ans à être surveillée comme un animal de laboratoire. « Sophie, dit doucement Julien, tu dois comprendre que tu n'aurais rien pu faire différemment. C'étaient des professionnels qui manipulaient une situation impossible. Mais j'aurais dû remarquer quelque chose. Comment une mère ne remarque-t-elle pas que son fils est analysé psychologiquement sans autorisation? Léo dormait, agité sur ses genoux, clairement affecté par la tension constante des adultes. Même dans son sommeil, il serrait fermement la montre de Julien contre sa poitrine. « Julien, dit Madame Laura en apportant du café frais, vous devez prendre une décision rapide. Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment, et cette audience judiciaire a lieu dans quelques jours. »« Je sais, » répondit Julien, étudiant les enregistrements d'Alain. « Mais nous avons besoin d'une stratégie juridique solide. Nous ne pouvons pas simplement nous présenter au tribunal avec des preuves obtenues illégalement. » Daniel, qui avait passé la nuit à faire des recherches sur la fondation Un Avenir Nouveau, leva les yeux de son ordinateur portable. « Julien, j'ai trouvé quelque chose de troublant. La fondation existe depuis 10 ans, mais ce n'est qu'au cours des 5 dernières années qu'elle a commencé à recevoir des enfants par le biais de processus judiciaires. Si, qu'est-ce qui a changé il y a 5 ans? Richard est devenu le président du conseil d'administration de la fondation. Avant cela, c'était vraiment juste une institution caritative ordinaire. » Sophie arrêta enfin de regarder les documents. « Tu veux dire que tout a commencé quand Léo avait 3 ans? Exactement au moment où tes parents ont découvert son existence. » Julien confirma. La fondation est devenue l'outil pour étendre l'opération. Mais pourquoi l'étendre? Pourquoi ne pas simplement essayer de contrôler Léo? Daniel montra des articles de journaux qu'il avait trouvés. Parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un marché pour ça. Des familles riches, prêtes à payer des sommes énormes pour des enfants, avec des profils spécifiques. « Un marché ?» demanda Sophie horrifiée. « Pas dans le sens traditionnel du trafic, » expliqua rapidement Daniel. « Plus sophistiqué ? Des familles qui voulèrent des héritiers avec des caractéristiques spécifiques, mais qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas avoir d'enfants biologiques répondant à leurs critères. » Julien se leva brusquement. « Mes parents sont devenus des fournisseurs d'enfants sur mesure pour l'élite. » Apparemment, oui. Et ils utilisèrent le système judiciaire pour donner une apparence de légitimité à tout le processus. À ce moment, le téléphone de Julien sonna. C'était un numéro inconnu, mais il décida de répondre. « Allô, Julien » murmura une voix féminine. « C'est moi, Hélène. » Julien fit signe aux autres de se taire. « Maman, où es-tu » ?»« Je suis dans une cabine téléphonique en centre-ville. Je ne peux pas utiliser mon portable, car Richard pourrait le tracer. »« Pourquoi tu m'appelles » Hélène hésita avant de répondre. « Parce que je dois te dire la vérité sur mon implication dans tout ça. » Julien sentit son estomac se nouer. « Quelle implication ? Mon fils, pendant des années, j'ai cru que j'aidais des enfants dans le besoin. Richard m'a dit que la fondation sauvait des enfants de familles dysfonctionnelles pour les placer dans de meilleurs foyers. Et tu l'as cru ? Je voulais le croire. Après que nous t'ayons perdu dans ton obsession pour le travail, je me sentais si inutile. La fondation me donnait un but. « Maman, que faisais-tu exactement ?» Je rendais visite aux enfants à la fondation, j'organisais des activités éducatives, je participais aux réunions du conseil, je pensais être une grand-mère de substitution pour des enfants qui avaient besoin d'amour. Julien regarda Sophie, qui suivait la conversation avec une incrédulité croissante. « Quand as-tu découvert la vérité ?»« La semaine dernière. Quand tu as commencé à poser des questions sur Léo, Richard est devenu désespéré. Il a commencé à parler tout seul, à planifier des stratégies. C'est là que j'ai entendu des conversations téléphoniques qui m'ont fait comprendre ce qui se passait vraiment. »« Ah, quel genre de conversation ?» Hélène se mit à pleurer. Il parlait avec des avocats de la façon de fabriquer des preuves contre Sophie, discutait de paiement à des fonctionnaires du tribunal et surtout, il parlait d'accélérer le calendrier pour d'autres enfants. D'autres enfants, Julien, il y a au moins 15 enfants à la fondation qui ont été séparés de leur famille ces 3 dernières années. Et Richard prévoyait de transférer leur garde à des familles spécifiques cette année. Daniel se pencha plus près du téléphone. « Hélène, avez-vous des noms, des détails spécifiques ?»« Qui est cette personne ?» demanda Hélène, alarmée. « C'est Daniel, un journaliste qui nous aide, » expliqua Julien. « Maman, tu peux lui faire confiance. J'ai quelques noms, oui, et j'ai accès aux dossiers personnels que Richard garde à la maison. Il pense que je suis trop ignorante pour comprendre l'importance de ces documents. » Julien sentit une lueur d'espoir. « Pourrais-tu photographier ces dossiers ?»« Je pourrais,
Mais c'est très dangereux s'ils le découvrent. Maman, des enfants innocents souffrent. Des familles sont systématiquement détruites. Je sais, et je me déteste d'avoir participé à ça sans poser de questions. Mais Julien, ton père a engagé des gens très dangereux. Hier, je l'ai entendu parler avec quelqu'un d'éliminer des témoins gênants. Le sang de Julien se glaça. Il parlait d'Alain? Je ne sais pas. Mais il a mentionné qu'il ne pouvait y avoir aucune faille lorsque l'affaire de Léo irait au tribunal. Sophie se leva, clairement agitée. Hélène, Julien et Léo sont en danger. Vous l'êtes tous et moi aussi. Si Richard découvre que je vous parle... Daniel prit rapidement des notes. Hélène, où se trouvent exactement ces dossiers chez vous? Dans son bureau privé, dans un classeur verrouillé. Mais j'ai la clé, car il m'a demandé d'organiser des documents fiscaux le mois dernier. Accepterais-tu de tout photographier? Hélène resta silencieuse pendant de longues secondes. Si je fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Richard saura que c'est moi. Maman, dit doucement Julien, quelle est l'alternative? Le laisser détruire d'autres familles? Le laisser nous enlever Léo? Pouvez-vous me protéger si j'apporte ces preuves? Daniel et Julien se regardèrent. Nous pouvons organiser une protection, dit Daniel. J'ai des contacts au niveau fédéral qui ne sont pas compromis par la corruption locale. D'accord, dit Hélène. Je vais le faire, mais j'ai besoin de quelques heures pour attendre que Richard quitte la maison. Où est-ce qu'on se retrouve? À l'ancienne usine de textile à la sortie de la ville, à 18h. Et Julien, amène Léo. Je veux rencontrer mon petit-fils avant qu'il ne soit trop tard. Après qu'Hélène eut raccroché, un lourd silence s'installa dans la pièce. Madame Laura fut la première à parler. Vous êtes sûr de pouvoir lui faire confiance? Ça pourrait être un piège. C'est possible, admit Julien, mais c'est notre seule chance d'obtenir des preuves suffisantes pour arrêter ça. Sophie serra Léo plus fort. Et si c'est un piège? Et si nous leur livrons notre fils directement? Alors nous serons préparés, dit Daniel. Je vais appeler des renforts, des gens qui peuvent nous protéger si les choses tournent mal. Julien regarda son fils endormi et sentit un mélange de peur et de détermination. Léo mérite de grandir libre, loin de cette manipulation. Tous ses enfants le méritent. Mais à quel prix? Demanda Sophie. Nous risquons notre famille pour en sauver d'autres. Nous risquons notre famille pour sauver notre famille? Corrigea Julien. Si nous n'arrêtons pas ça maintenant, Léo ne sera jamais libre et d'autres enfants continueront de souffrir. Le reste de la journée, ils se préparèrent pour la rencontre avec Hélène. Daniel contacta les autorités fédérales, expliquant la situation sans encore révéler de détails spécifiques. Julien essaya de maintenir une apparence de normalité pour Léo, jouant et parlant avec lui, mais l'enfant sentait clairement la tension des adultes. « Papa, » demanda Léo pendant le déjeuner, « pourquoi tout le monde est triste? Nous avons quelques problèmes, mon grand, mais nous allons tout régler. Ce sont encore les méchants. » Julien s'agenouilla à la hauteur du garçon. « Oui, ce sont les méchants. Mais aujourd'hui, nous allons trouver un moyen de les arrêter pour de bon. Et après, nous pourrons être ensemble. Toi, moi et maman. Nous pourrons être ensemble, » promit Julien, priant pour pouvoir tenir cette promesse. À 17h30, ils partirent pour le rendez-vous. Daniel avait organisé une équipe de soutien qui serait positionnée autour de l'usine, prête à intervenir si nécessaire. Pendant le trajet, Julien observa Léo sur la banquette arrière, jouant avec quelques jouets que Madame Laura lui avait prêtés. Son fils n'avait aucune idée qu'il était au centre d'une bataille qui définirait non seulement son avenir, mais celui de dizaines d'autres enfants. « Sophie, » dit doucement Julien, « quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches que ces derniers jours ont été les meilleurs de ma vie. Connaître Léo, comprendre la femme que tu es devenue, ça valait chaque seconde de douleur. Ne parle pas comme si c'était un adieu, rétorqua-t-elle, mais sa voix tremblait. Ce n'est pas un adieu, c'est une promesse. La promesse que nous protégerons notre famille, coûte que coûte. » Quand ils arrivèrent à l'usine abandonnée, ils virent une voiture solitaire garée près de l'entrée. Hélène attendait dehors, visiblement nerveuse, tenant un dossier volumineux. « Maman, » dit Julien en s'approchant. « Tu as réussi ?»« J'ai réussi, » répondit-elle, mais ses yeux étaient fixés sur Léo. « Mon Dieu, Julien, il te ressemble tellement quand tu étais petit. » Léo se cacha derrière Sophie, intimidé par cet inconnu qui le regardait avec des larmes dans les yeux. « Léo, » dit gentiment Julien, « voici ta grand-mère, Hélène. »« Ma grand-mère » demanda Léo, curieux mais méfiant. « Oui, mon chéri, » dit Hélène en s'agenouillant à sa hauteur. « Et je suis tellement désolée de ne pas t'avoir connu avant. Pourquoi tu n'es pas venu me voir ?» Hélène regarda Julien, puis de nouveau Léo. « Parce que j'ai fait de très grosses erreurs, mon amour. Mais maintenant, je vais essayer de tout réparer. » Elle tendit le dossier à Daniel. « Tout est là. Nom, montant, date.
même des photos des enfants avec leur profil psychologique. Daniel feuilleta rapidement les documents. « Hélène, c'est une preuve suffisante pour faire tomber toute l'opération. Et pour me mettre en prison aussi, dit-elle simplement. Mais certaines choses sont plus importantes que notre propre sécurité. » C'est à ce moment que Julien remarqua d'autres voitures s'approchant rapidement de l'usine, plusieurs véhicules sombres surgissant de différentes directions. « C'est un piège !» cria Sophie en prenant Léo dans ses bras. « Non !» cria Hélène en retour. « Je ne savais pas. Richard a dû découvrir quelque chose. » Daniel était déjà au téléphone avec son équipe de soutien. « Nous avons besoin de renforts maintenant. Nous sommes encerclés. » Julien regarda autour de lui, évaluant les options de fuite, mais il était trop tard. Les voitures avaient formé un cercle autour de l'usine. « Hélène !» Une voix familière résonna dans l'air. C'était Richard, sortant d'un des véhicules avec plusieurs hommes. Quelle déception de découvrir que ma propre femme m'a trahi. « Richard, s'il te plaît, » implora Hélène. « Ils sont notre famille. »« Ils étaient notre famille ?» corrigea-t-il froidement. « Maintenant, ce ne sont que des obstacles à nos affaires. » Julien se plaça devant Sophie et Léo, prêt à les protéger de sa propre vie. « Papa, laisse-les partir. Si tu veux te battre avec quelqu'un, batte-toi avec moi. » « Ce n'est pas une question de bagarre, Julien, c'est une question d'affaires. Et vous en savez trop pour rester en vie. » C'est alors que Daniel sourit de manière inattendue. « En fait, monsieur Dubois, je pense que celui qui en sait trop maintenant, c'est vous. »« Entends comment ça ?» Daniel montra un petit appareil. Toute cette conversation est diffusée en direct aux autorités fédérales et à 3 chaînes de télévision différentes. Richard Paley. C'est impossible. Très possible et très légal. Contrairement à tout ce que vous avez fait. À ce moment, des sirènes commencèrent à retentir au loin, se rapprochant rapidement. Daniel avait préparé plus qu'une simple équipe de soutien. Il avait orchestré une opération complète pour exposer et arrêter tout le réseau. « C'est fini, papa, » dit Julien. « Ton opération est terminée. » Richard regarda autour de lui, réalisant qu'il était piégé. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez détruit. Combien de personnes puissantes voudront se venger ? Alors nous affronterons une personne puissante à la fois, » répondit Julien, « en commençant par vous. » Tandis que les autorités cernaient en les lieux, Léo posa enfin la question qui brisa le cœur de tout le monde. « Papa, pourquoi Pépé est un méchant ?» Julien s'agenouilla à côté de son fils, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, mon grand, les gens qui devraient nous protéger finissent par nous faire du mal. Mais maintenant, nous allons nous assurer que ça n'arrive plus jamais. Et nous allons rester ensemble. Nous allons rester ensemble pour toujours. » Mais même avec Richard arrêté et l'opération exposée, Julien savait que la bataille n'était pas terminée. Des personnes puissantes étaient impliquées et n'accepteraient pas la chute du réseau sans se battre. Et il y avait 15 enfants à la fondation Un Avenir Nouveau qui devaient être réunis avec leur vraie famille. La lutte pour la justice ne faisait que commencer. 3 semaines après l'arrestation de Richard, Julien se retrouva dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Assis par terre dans le salon de Madame Laura, il apprenait à Léo à faire un puzzle en attendant l'appel le plus important de sa vie. Daniel coordonnait l'opération de réunification des enfants de la Fondation Un Avenir Nouveau. Et chaque heure apportait des nouvelles qui alternaient entre le dévastateur et le miraculeux. « Papa, » dit Léo, tenant une pièce du puzzle contre la lumière. « Quand est-ce qu'on retourne chez nous ?» Julien regarda Sophie, qui organisait des documents juridiques sur la table de la cuisine. Depuis que la vérité avait été exposée, elle était devenue une militante féroce pour les droits des familles touchées. La femme douce qu'il avait retrouvée montrait maintenant une force qui rivalisait avec n'importe quel dirigeant qu'il avait connu. « Bientôt, mon grand. Mais d'abord, nous devons nous assurer que tous les enfants sont en sécurité. » Les enfants que les méchants grands-parents ont pris, la façon dont Léo comprenait la situation surprenait toujours Julien. Sans perdre l'innocence naturelle de l'enfance, son fils avait développé une conscience sociale précoce qui le rendait à la fois fier et inquiet. « C'est ça. Nous voulons qu'ils retournent tous dans leur vraie famille. » À ce moment, le téléphone de Julien sonna. C'était Daniel. « Julien, j'ai besoin que vous veniez à la Fondation maintenant. Quelque chose d'extraordinaire se produit. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« La première réunification aura lieu dans 1 heure, et les enfants ont spécifiquement demandé que Léo soit présent. » Julien fronça les sourcils. « Les enfants ont demandé ? Comment ça ?» ?»« Les enfants de la Fondation ont appris qu'il était le garçon spécial que tes parents voulaient de contrôler. Pour eux, Léo est devenu un symbole d'espoir. Ils veulent remercier la famille qui a exposé toute l'opération. » Sophie s'approcha, ayant entendu la conversation. « Daniel, est-ce sûr d'emmener Léo là-bas ?»« Complètement sûr. La Fondation est sous contrôle fédéral maintenant, et, honnêtement,
Je pense que ce sera thérapeutique pour tous les enfants impliqués. 1 heure plus tard, Julien, Sophie et Léo arrivèrent à la fondation Un Avenir Nouveau. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Des dizaines de voitures étaient garées dans la cour, des familles entières attendant avec anxiété à l'extérieur du bâtiment principal. Certaines pleuraient, d'autres s'étreignaient, toutes portant un mélange d'espoir et de peur sur leur visage. « Mon Dieu !» murmura Sophie. « Combien de vies ont été détruites ?» Daniel les accueillit à l'entrée. 17 familles, Julien. 17 enfants qui ont été séparés de leur famille par des processus frauduleux. Et ils vont tous être réunis ? La plupart, oui. Malheureusement, 3 familles ont perdu tellement de temps à se battre contre le système judiciaire corrompu qu'elles se sont complètement effondrées. Les parents ont divorcé, certains ont développé de graves problèmes de santé mentale. Julien sentit une pointe de culpabilité dévastatrice. Des gens qui auraient pu être sauvés si j'avais tout découvert plus tôt. Julien, dit une voix familière derrière lui. C'était Alain Leclerc, maintenant sous protection fédérale, mais libre de témoigner. Vous ne pouvez pas porter la culpabilité des crimes que d'autres ont commis. L'important, c'est que vous ayez agi lorsque vous avez découvert la vérité. « Alain !» dit Léo en courant pour serrer dans ses bras l'homme qu'il avait connu comme Monsieur Mathias. « Tu vas bien ? Je vais bien, mon jeune héros, et je suis très fier de toi et de ta famille. » Ils entrèrent dans la fondation, qui fonctionnait désormais comme un centre de réunification coordonné par des assistants sociaux fédéraux et des psychologues spécialisés dans les traumatismes infantiles. Le contraste avec le lieu de conditionnement qu'il avait été était saisissant. « Daniel !» dit une assistante sociale en s'approchant. « La famille Oliveira est arrivée. Pouvons-nous commencer par la réunification de Clara ?»« Bien sûr. Léo veut-il rencontrer Clara avant qu'elle ne retrouve ses parents ?» Léo hocha timidement la tête et ils furent conduits dans une salle où une fillette d'environ 6 ans jouait seule avec des poupées. Quand elle vit Léo, ses yeux s'illuminèrent. « C'est toi, Léo ?» « Le garçon qui nous a aidés à rentrer à la maison ?»« Salut !» répondit Léo tout aussi timide. « Comment tu connais mon nom ?»« Tout le monde ici le connaît. Les dames ont dit que c'est ta famille qui a arrêté les méchants. » Julien observa leur interaction et ressentit une émotion qu'il n'avait jamais connue. Son fils, sans le savoir, était devenu un symbole d'espoir pour d'autres enfants traumatisés. « Clara, » dit doucement Daniel, « tes parents sont là. Tu veux aller les retrouver ?» Le visage de la fillette se transforma. La peur et l'espoir se lisaient dans son expression. « Est-ce qu'ils m'aiment encore ? Même après tout ce temps, ils n'ont jamais cessé de t'aimer, » assura Daniel. La réunification de Clara avec ses parents fut un moment qu'aucun des présents n'oublierait jamais. Quand les portes s'ouvrirent et qu'elle vit ses parents, il y eut quelques secondes d'hésitation, trop de temps de séparation et de conditionnement psychologique. Mais lorsque sa mère s'agenouilla et ouvrit les bras en murmurant son nom, Clara courut comme si sa vie en dépendait. L'étreinte qui suivit fit pleurer tous les adultes présents. C'était la matérialisation pure de l'amour inconditionnel, du pardon instantané, du lien que ni le temps ni la manipulation ne peuvent complètement détruire. « Maman, » sanglota Clara, « je pensais que vous m'aviez oublié. »« Jamais, ma chérie. Nous n'avons jamais cessé de te chercher. » Léo serra fort la main de Julien. « Papa, pourquoi tout le monde pleure ?»« Parce que parfois, on pleure quand on est très heureux, mon fils. »« Moi aussi, je suis heureux. » Clara est rentrée à la maison. Au cours des heures suivantes, Julien et sa famille assistèrent à plusieurs autres réunifications. Chacune était unique dans son émotion, mais toutes partagèrent la même magie dévastatrice de l'amour familial restauré. Entre les réunifications, Daniel montra à Julien les résultats de son enquête journalistique. L'histoire sera publiée demain dans tous les grands journaux du pays. Des dizaines d'autorités font l'objet d'une enquête. Le groupe Dubois est sous investigation et au moins 40 personnes ont été arrêtées. Et ma mère ? Hélène coopère pleinement avec les autorités. Elle recevra probablement une peine réduite pour sa collaboration. Elle semble vraiment sincèrement repentie. Julien hocha la tête. Au cours des dernières semaines, il avait rendu visite à Hélène en prison plusieurs fois. Voir sa propre mère faire face aux conséquences de ses actes avait été douloureux, mais nécessaire. Et étonnamment, ces visites avaient rapproché la mère et le fils d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Daniel, s'approcha Sophie. Quelle est la situation juridique de notre famille maintenant ? Vous êtes complètement libre. Le processus de garde a été annulé, évidemment. Et Julien, légalement, tu as maintenant tous les droits paternels sur Léo et sur l'entreprise. Daniel hésita. C'est une décision que tu dois prendre. Le groupe Dubois peut continuer à fonctionner sous une nouvelle direction ou être dissous. Tu as le contrôle total maintenant.
Julien regarda Léo qui dessinait sur une table voisine, créant le dessin d'une famille de 3 personnes se tenant la main. Je crois que je sais déjà quoi faire. 2 semaines plus tard, Julien se retrouva dans le même tribunal, où il aurait dû faire face à l'audience de garde. Mais cette fois, il n'était pas jugé. Il témoignait en tant que partie civile contre le réseau de corruption qui avait détruit tant de familles. « Monsieur Dubois », demanda le procureur, « comment qualifieriez-vous l'impact personnel que cette opération criminelle a eu sur votre famille ?» Julien regarda Sophie et Léo, assis au premier rang, puis Hélène, qui était sur le banc des accusés mais serait jugée séparément en raison de sa coopération. « Monsieur le procureur, » commença Julien, « pendant 8 ans, j'ai perdu l'occasion de connaître mon fils. Pendant 5 ans, mon ex-femme a vécu sous une surveillance constante, sans le savoir. Pendant toute une vie, j'ai cru que mes parents étaient des personnes différentes de ce qu'ils étaient réellement. Et comment cela a-t-il changé votre perspective sur ce qui compte vraiment ?» Julien prit une profonde inspiration. « J'ai appris que le succès ne se mesure pas en profit ou en contrat. Il se mesure à la qualité des relations que nous construisons, à la confiance que nous inspirons, à l'amour que nous partageons. Si prévoyez-vous de continuer à diriger le groupe Dubois ? Non. Je vais dissoudre l'entreprise et utiliser les actifs pour créer un fonds de réparation pour toutes les familles touchées par cette opération. Et je vais consacrer ma vie à être le père que j'aurais dû être depuis le début. » En sortant du tribunal, Léo posa la question que Julien attendait. « Papa, maintenant que les problèmes sont finis, on va vivre ensemble ? Toi, moi et maman ?» Julien regarda Sophie qui sourit timidement. Au cours des dernières semaines, ils avaient longuement discuté de l'avenir. L'amour n'avait pas complètement disparu, mais tous deux savaient qu'ils devaient tout reconstruire à partir de zéro. « Léo, » dit Julien en s'agenouillant à la hauteur de son fils. « Oui, nous allons vivre ensemble, mais doucement, en construisant notre famille jour après jour, comme une maison. »« Exactement comme une maison, » ajouta Sophie. « Brique par brique, avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour. » 6 mois plus tard, Julien se réveilla un samedi matin dans la maison simple qu'ils avaient achetée, près du domaine où tout avait commencé. Elle était infiniment plus petite que son ancien appartement, mais infiniment plus accueillante. Léo dormait dans la chambre d'à côté, rêvant tranquillement pour la première fois depuis des mois, sans cauchemar de méchant. Sophie était dans la cuisine en train de préparer le café, fredonnant une chanson que Julien reconnaissait de l'époque de leur mariage. « Bonjour, » dit-elle quand il apparut. « Bonjour. Bien dormi ? Mieux chaque nuit. » C'était vrai. La thérapie familiale qu'ils suivaient 2 fois par semaine fonctionnait. Lentement, prudemment, ils apprenaient à être une vraie famille, non pas une unité basée sur la convenance ou l'obligation, mais sur un choix conscient et un amour sincère. « Julien, » dit Sophie, « une lettre de Clara est arrivée hier. » Julien sourit. Plusieurs des enfants réunis avaient développé une correspondance avec Léo. Il était devenu une sorte de grand frère symbolique pour eux tous. « Qu'est-ce qu'elle dit ? » Qu'elle se plaît dans sa nouvelle école, que ses parents suivent aussi une thérapie familiale, et qu'elle veut inviter Léo à sa fête d'anniversaire. « Et tu penses qu'on devrait y aller ? » Je pense que c'est important pour Léo de voir que les autres enfants vont bien, que notre combat en valait la peine. À ce moment, Léo apparut dans la cuisine, se frottant les yeux. « Bonjour la famille. » Le mot « famille » serrait toujours le cœur de Julien. Son fils avait appris à utiliser ce mot avec fierté, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Bonjour champion, c'est samedi. Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Je veux rendre visite à Madame Laura et lui apporter des fleurs. » Madame Laura était devenue une grand-mère adoptive non officielle pour Léo. Chaque semaine, ils lui rendèrent visite, apportant des fleurs et écoutant ses histoires. C'était l'une des traditions familiales qu'ils avaient dû créer spontanément. « Et après, » continua Léo, « je peux t'aider dans le jardin ?» Julien s'était découvert une passion inattendue pour le jardinage. Travailler la terre, voir les plantes pousser, créer la vie, c'était tout le contraire du monde des affaires qu'il avait laissé derrière lui. « Bien sûr que tu peux. Aujourd'hui, on va planter les tournesols. »« Ah, moi, pourquoi des tournesols ?»« Parce qu'ils se tournent toujours vers le soleil, peu importe où ils sont plantés. Comme notre famille, nous cherchons toujours la lumière, même dans les moments les plus difficiles. » Plus tard dans la journée, tandis que Julien et Léo travaillaient dans le jardin, Sophie les observait depuis la fenêtre de la cuisine. La scène était d'une simplicité profondément touchante. Un père et son fils, les mains sales de terre, plantant des graines qui fleuriraient au printemps. « Léo, » dit Julien, « je peux te dire un secret ? » ?»« Oui. » « Avant de te connaître, je pensais que le travail était la chose la plus importante au monde. Je pensais que le succès, c'était d'avoir de l'argent et du pouvoir. »« Et maintenant ?
Maintenant, je sais que la chose la plus importante, c'est d'être ici avec toi et ta mère, à planter des tournesols et à construire des souvenirs. » Léo y réfléchit sérieusement. « Papa, tu penses que d'autres personnes ont besoin d'apprendre ça aussi ? » « Oh, je pense que oui, mon fils. »« Alors, on pourrait peut-être leur apprendre. » Julien regarda son fils, une fois de plus impressionné par sa sagesse précoce. « Comment penses-tu qu'on pourrait leur apprendre ?» En racontant notre histoire à d'autres familles qui sont séparées par les méchants. L'idée germa dans l'esprit de Julien. Au cours des mois suivants, lui et Sophie commencèrent à donner des conférences dans des écoles, des universités et des colloques sur l'importance de la famille, les dangers de l'ambition démesurée et le pouvoir transformateur de l'amour sincère. Daniel documenta tout dans un livre qui devint un best-seller national. Quand le succès devient échec, un parcours de rédemption familiale. Les bénéfices furent entièrement reversés à des organisations aidant les familles vulnérables. Hélène, après avoir purgé une peine réduite de 2 ans, déménagea dans une petite ville où elle travaillait comme bénévole dans un foyer légitime pour enfants. Sa relation avec Julien ne redevint jamais ce qu'elle était, mais elle se développa sur une nouvelle base d'honnêteté et de pardon mutuel. Alain Leclerc retourna au théâtre, mais devint également conférencier sur l'éthique et la responsabilité sociale. Son expérience en tant que Monsieur Mathias le transforma en un ardent défenseur des droits de l'enfant. 1 an après les événements qui avaient tout changé, Julien se retrouva à nouveau à l'endroit où il avait retrouvé Sophie et découvert Léo. Mais cette fois, c'était pour une célébration. C'était le 9e anniversaire de Léo, et ils avaient décidé de faire la fête sur le domaine qui appartenait désormais officiellement à la famille. Tous les enfants qui avaient été réunis étaient présents avec leur famille, créant une sorte de famille élargie née de l'adversité partagée. « Papa », dit Léo en s'approchant de lui alors qu'il regardait les autres enfants jouer. « Je peux te poser une question ? » ?»« Toujours. » »« Est-ce que tu regrettes d'avoir été un méchant avant ?» La question frappa Julien, comme toujours. Léo avait une capacité unique à poser des questions qui allaient droit au cœur des sujets les plus complexes. « Léo, je regrette profondément d'avoir perdu du temps loin de toi et de ta mère. Mais je ne le regrette pas complètement, parce qu'il fallait que je sois cette personne-là pour apprendre à être la personne que je suis aujourd'hui. » »« Comment ça ? » ?»« Si je n'avais pas fait ces erreurs, je n'aurais peut-être jamais appris ce qui compte vraiment. Parfois, on a besoin de se perdre pour se retrouver vraiment. » Léo hocha la tête, digérant l'information avec ce sérieux qui le caractérisait. « Et maintenant, tu t'es retrouvé ?» Julien regarda autour de lui, Sophie discutant avec animation avec d'autres mères, des enfants courant librement et joyeusement sur la pelouse, des familles réunies après des années de séparation forcée, une table simple avec un gâteau fait maison que Sophie avait préparé avec amour. « Maintenant, je me suis retrouvé, » confirma-t-il. « Papa ? » ?»« Oui. »« Je t'aime. »« Je t'aime aussi, mon fils, plus que tout au monde. » Cette nuit-là, après le départ de tous les invités, Julien, Sophie et Léo s'assirent sur la pelouse pour observer les étoiles. C'était une tradition qu'ils avaient développée, des moments de gratitude silencieuse à la fin de chaque journée spéciale. « Sophie, » dit doucement Julien. « Merci. » »« Pourquoi ? » ?»« Pour avoir élevé seul un fils extraordinaire, pour m'avoir donné une seconde chance, pour m'avoir appris que le véritable amour n'est pas la possession, mais la libération. »« Julien, » répondit-elle, « merci d'avoir prouvé que les gens peuvent vraiment changer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir de faire ce qui est juste. » Léo, allongé entre eux, regardait le ciel étoilé. « Papa, maman, vous croyez que les étoiles aussi ont des familles ? » ?»« Pourquoi tu demandes ça ?» sourit Sophie. « Parce qu'elles brillent plus fort quand elles sont ensemble. » Julien et Sophie se regardèrent par-dessus la tête de leur fils, comprenant tous deux la profondeur accidentelle de la remarque. « Tu sais quoi, Léo ?» dit Julien. « Je crois que tu as raison. Les meilleures choses de la vie brillent plus fort quand elles sont ensemble. » « Ah, comme notre famille ?»« Exactement comme notre famille. » Tandis qu'ils observaient les étoiles, Julien réfléchit au parcours extraordinaire qui les avait menés jusqu'ici. Il avait perdu un empire commercial mais gagné une vraie famille. Il avait découvert la corruption de ses parents, mais trouvé sa propre intégrité. Il avait fait face à la possibilité de tout perdre, mais avait fini par gagner ce qui comptait vraiment. La leçon la plus importante qu'il avait apprise était simple mais transformatrice. Le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on choisit de vivre chaque jour. C'est une décision consciente de placer le bien-être des autres avant nos propres intérêts. C'est le courage d'être vulnérable, d'admettre ses erreurs, de demander pardon et de recommencer. Et peut-être plus important encore, il avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer.
Jamais trop tard pour choisir d'être la personne que l'on veut être. Jamais trop tard pour construire la famille que notre cœur désire. Sous le ciel étoilé, avec son fils dans ses bras et la femme qu'il aimait à ses côtés, Julien comprit qu'il avait trouvé le vrai sens du succès. Il ne se trouvait pas dans des contrats millionnaires ou des empires commerciaux. Il était là, dans ce moment parfait de simplicité et d'amour. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Julien Dubois était complètement, profondément en paix. Si vous avez aimé cette histoire, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.